Je dirais d'économo, les produits secs. C'est-à-dire qu'on a voulu un bistrot avec les produits régionaux, mais pousser en plus de ça les huiles, les vinaigres de notre région. Puis donc en enlevant tout ce qui était huile d'olive, poivron, jus de citron, citron, agrumes, tout ce qui est pas originaire du Nord en fait. Tout ce qui n'est pas originaire du Nord canadien, je dirais, parce qu'il y a certains produits qui viennent plus de l'Ouest. Mais en général, on essaye vraiment de se concentrer sur Québec. Avec, oui, au niveau des protéines, des légumes, on va toujours, selon les saisons, au maximum avec des produits du Québec. Et c'est surtout au niveau des acidités et puis des choses comme ça, l'épeautre, travailler l'épeautre au lieu de travailler le riz. Donc, essayer de remplacer à son maximum tout ce qu'on utilise dans un économa classique, vinaigre balsamique, ces choses-là, huile d'olive. On n'en a plus du tout. Et puis, on essaie de le remplacer avec des produits d'ici. Donc, j'imagine que les bouchées vont avoir un lien avec ce... C'est ça, c'est une bouchée 100% produit du Québec. Excellent. Dominique, oui. Vous pouvez peut-être remarquer un léger détail. C'est marqué Dominique Dupanache dans le petit cockard, mais un petit changement dans la semaine dernière. Un petit changement. T'es rendu au 48. Effectivement, 48. C'est une nouvelle expérience pour moi. J'ai eu une belle opportunité qui s'est ouverte. Donc, avec les chefs et tout ça, je pense que je demandais juste à avoir quelque chose pour moi pour aller de l'avant. Puis, le 48, pour moi, c'est un poste de chef exécutif. Avec mon équipe, ma cuisine. Merci beaucoup. Merci. Donc, comme Arnaud, je me lance, puis vous allez bientôt pouvoir venir goûter à ça. Présentement, je travaille beaucoup sur les menus. On fait un 360, on rénove les cuisines, on rénove la salle à manger. Les murs sont magnifiques, il n'y a rien à faire, c'est des murs de pierre, c'est des belles tables. Tout est, on fait juste changer, on rajeunit, puis on va de l'avant là-dessus. C'est un nouveau menu, donc cuisine du marché. On laisse tomber ce qui était là avant, même si c'était très bien ce qu'il faisait, mais maintenant, ça va être ma touche personnelle, finalement. À quelle date environ qu'on peut s'attendre à un nouveau menu? Là, on fait un lancement le 23 mai, donc ça va être annoncé autour du 20, donc on l'apprend en exclusivité aujourd'hui. Mais le 23 mai, on fait un lancement de terrasse. Après ça, il va y avoir des cocktails dînatoires, bouchées, tout ça, donc ça s'en vient. Excellent. Aujourd'hui, on cuisine la cuisse. Lorsqu'on s'était parlé, les gars, je m'étais dit, bon, la poitrine, on fait ça assez souvent. Peut-être quelque chose qui est un peu plus boudé. La cuisse, on se dit peut-être que c'est pas santé ou quoi que ce soit. La peau, c'est gras. Donc, on va... il y a des bouchées qui ont été élaborées, évidemment, en conséquence. Vers quoi qu'on se dirige actuellement pour les cuisses? Au niveau des cuisses, moi, je trouvais ça intéressant avec Dominique. Oui. On a vraiment travaillé ensemble sur le projet. On connaît un peu, tous les deux, on a participé au chef. C'est comme un combat. Là, on s'est mis un peu Et là, aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est vraiment important. On a vraiment travaillé ensemble. J'ai collaboré un peu sur CR7. Il a collaboré sur MER7. On a vraiment fusionné ensemble. Puis le but, un peu, c'était de mettre un produit qui est des fois négligé, puis le mettre en avant, chacun avec notre petite touche personnelle, mais tout le temps avec une même base. C'est-à-dire qu'on a décidé de partir sur une cuisse, champignons avec la farce et céleri. Donc le céleri rave qu'on veut mettre en avant. Puis chacun, on l'a travaillé de manière différente. Peut-être Dominique plus avec le côté thermocirculateur, sous vide et tout ça. Est-ce que moi j'y vais un peu plus traditionnel, donc des choses aussi qu'on peut reproduire chez soi. Donc c'est un peu l'approche. Moi, ce que je vais amener aussi, c'est le fait de cuisiner sous vide. C'est les avantages que ça y apporte. La propreté peut-être aussi, puis aussi au niveau de la conservation après, si on veut se mettre en place, recevoir des groupes à la maison. Puis à ce moment-là, avec cette machine-là, bien, tout le monde devient un chef, parce que je pense que chaque protéine a sa propre cuisson, à son propre degré. Et pour aller chercher la cuisson parfaite qui est dure à atteindre pour n'importe quel cuisinier, c'est à la perfection, c'est le thermocirculateur, parce qu'on peut autant faire des cuissons longues, des braisés, des confits, puis on peut aussi y aller à basse température ou à haute température. Donc, c'est ça. Moi, je vais y aller avec ça. C'est de savoir aussi qu'à la maison, si jamais juste avec un thermomètre, puis en y allant avec du saran wrap ou un coton fromage dans un courbouillon, on peut contrôler notre température pour aller chercher la même chose qu'avec une machine comme ça. Donc, c'est pas nécessaire nécessairement d'avoir cette machine qui coûte environ 600 $ à la maison. Fait qu'on peut quand même jouer avec ça, puis faire du barbecue, puis impressionner tout le monde. Parfait. Je vais vous laisser aller, les gars. Parfait. Bonne présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, la cuisse de poulet. Vas-y, je te laisse commencer, Dominique. OK, parfait. Bien, pour l'instant, on va y aller avec les techniques toutes simples. Souvent, là, on aurait aimé ça faire le poulet entier, mais avec le temps qu'on a, je pense qu'on va y aller simplement avec la cuisse. De toute façon, ça a été fait, je crois, en tout cas l'an dernier, pour ceux qui étaient là.
Mais tu sais, souvent, ce qui vaut la peine, justement, c'est qu'en achetant des trucs déjà sur os, ça nous permet de faire nos fonds, faire nos petits jus, on fait notre transformation, puis on peut utiliser vraiment tout à bon escient. Puis aussi, souvent, les gens, ça fait peur, on dirait, de simplement désosser une cuisse, alors que c'est vraiment simple. On suit simplement l'os, on l'enlève, puis c'est fait. Donc, Arnaud a déjà commencé, je vais poursuivre. Je prends de l'avance, parce que je veux gagner le concours. Donc en fait, ouais, c'est ça. Donc, comme je vous dis, on parle un peu de gastronomie aujourd'hui. On est là pour prendre du plaisir, voir un petit peu tout ce qui est gastronomie. Puis, je pense qu'il est important de comprendre qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des produits de luxe pour faire de la bonne nourriture. Je pense qu'on peut aussi se démarquer sur qu'est-ce qu'on va utiliser avec notre cuisse. Là, je vous ai amené un peu des assortiments d'ingrédients du Québec, parce que je voulais vous faire découvrir des producteurs que j'ai découverts cette dernière année vraiment en avant. C'est que, par exemple, on a de l'huile de tournesol biologique que je vais utiliser dans une aigrelette de champignons. Donc, aigrelette de champignons, ça va être champignon crabe qu'on va légèrement faire au vinaigre. Et ensuite, on ajoute quelques petits légumes. Donc, les légumes, c'est aléatoire, c'est selon ce que vous préférez pour amener un peu un croquant à l'aigrelette. Donc, on poche nos champignons dans du vinaigre mélangé avec un peu d'eau pour pas que ça soit trop fort. Et ensuite, on fait comme une marinade. Et ça va venir saucer un petit peu, amener du croquant et de la fraîcheur à notre recette. Toi, à ton niveau, Dominique, qu'est-ce que tu as prévu pour le... Ouais, moi, dans le fond, je vais la farcir à la truffe. Donc, dans le fond, on a chez l'Italien, comme ça, dans le thème du champignon, j'ai la tartifata, qui est vraiment un beau produit, je trouve. Pour 30 $ comme ça à la maison, on peut en congeler une partie. C'est très, très goûteux, c'est très aromatique. Et puis, c'est bien pour faire autant des vinaigrettes que faire... on peut mettre dans les pâtes, on peut mettre justement farcir de la volaille avec ça ou des trucs comme ça. C'est vraiment, ça vient parfumer les plats. C'est très, très, très intéressant. Oui, Donc, oui. à ce niveau-là, j'utilise ça. Puis à côté, j'ai fait une marmelade de champignons avec sirop d'érable et vinaigre balsamique que je vais faire. Donc, toujours pour aller chercher un côté sucré, je vais accompagner ça d'une grémolata. Grémolata qui va venir amener une petite amertume puis une acidité. Tu sais, on en parlait avec Arnaud ensemble. Ce qui est très important, c'est l'harmonie des saveurs. Quand on fait une assiette, il faut toujours penser à amener un croquant, amener un moelleux, amener une acidité, des fois une petite amertume. Mais tu sais, c'est toujours la balance de tout ça qui fait que le petit wow, le petit chick des papilles, là, tu sais. Fait que, voilà. En parlant de chick, moi, au niveau de l'acidité, comme dit Dominique, ça, c'est vraiment c'est vraiment important de garder ça en tête chaque fois que vous cuisinez. Vous avez comme les papilles qui, des fois, on dit « Ah, il manque de quoi dans ce plat-là? Puis c'est que les papilles sont comme pas titillées de partout. Donc, on sait que le sel prend une certaine place dans la bouche. Essayez de vous amuser à la maison. Goûtez du vinaigre tout seul. Tiens, c'est le devant qui vient me chercher. Le sel, c'est un peu plus sur le côté. Puis vraiment jouer sur les saveurs. Et puis, quand vous mangez un repas, il faut que toutes ces parties-là soient comme boostées, et voilà, drivées comme ça pour donner envie que ah wow, ça éclate en bouche, c'est vraiment savoureux. Quand on dit savoureux, c'est qu'en fait, toutes nos papilles sont stimulées. Moi, j'y vais un peu du côté dans l'acidité. Donc, je suis allé chercher un vinaigre biologique, vinaigre de cidre de glace qui est fait à l'île d'Orléans. Il y a une vinaigrerie Cassis d'Orléans qui fait des produits majestueux. Donc, qui ont des caveaux à vinaigre. Donc, ils sont vraiment mis dans le vinaigre. Ils travaillent un peu dans la façon... ils ont même des façons modernes. Donc, ils vont sûrement travailler un vinaigre de cassis avec, comme la façon vinaigre balsamique. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une belle approche là-dedans. Puis, c'est vraiment des gens passionnés. Donc, je vais chercher cette acidité-là avec ce vinaigre. Et ensuite, je complète avec l'huile de tournesol biologique. Puis, je vais chercher le croquant avec mes légumes qui seront juste blanchis une petite minute. Moi, pour mon légume, en fait, je suis allé avec le céleri rave, dans le fond. Souvent, on va voir la purée. Moi, je vais vous montrer à faire une panna cotta toute simple. Puis, dans le fond, c'est que lui, il va faire la version chaude du plat. Et je vais faire une salade tiède, étant donné que, pas une salade tiède, mais plutôt une entrée tiède qui peut aussi bien servir chaude que même froide avec la vinaigrette et tout ça. Donc, c'est ce qui est intéressant. Avec le même plat, des fois, on peut le travailler différemment, finalement. Donc, ça comme ça. Donc là, ma cuisse... Oui, excuse-moi, vas-y. C'est pas facile, hein? Je sens le combat, là. Donc là, je vais commencer. Donc, quand vous faites... là, ce que je voulais ramener, c'est qu'on veut arriver tous les deux avec Dominique à un cylindre. Oui. Moi, le cylindre, je le fais un peu à l'ancienne. Ça, c'est une technique que j'ai appris quand j'ai commencé en cuisine. Puis je trouve qu'elle est super intéressante. C'est-à-dire que je veux une forme et en même temps, je veux rôtir mon poulet. Donc, dans du papier aluminium, je mets une base de beurre clarifié. Je vais assaisonner. Ensuite, vous pouvez mettre à l'intérieur une base
comme vous souhaitez, un peu ce que vous préférez. Moi, j'avais fait une duxelle de champignons, donc champignons de Paris, échalotes, qu'on mixe légèrement crémé. Est-ce que tu aurais une cuillère pour moi? Oui. Puis, moi, donc très simple au niveau de la farce. Par contre, je vais aller chercher les acidités. Je vais comme me démarquer sur la sauce. Je veux vraiment que ma sauce, on s'arrête dessus, puis qu'on dit, hey, ouais, c'est vraiment travaillé. On goûte le poulet, on a le côté champignon, puis on s'amuse autour de ça. Donc, cette recette-là, vous pourriez la faire avec une cuisse de poulet, tout simplement, sans la farcir. Mais essayez de travailler des fois juste... par exemple, j'ai amené du sirop de bouleau. Sirop de bouleau, on le laque juste dessus. C'est parfait. Il n'y a rien besoin d'autre. Ça fait notre sauce. On peut même le gratiner légèrement avec. Puis vous faites une découverte, vous n'avez pas forcément travaillé une recette, mais vous faites découvrir aux gens, à vos convives, quelque chose qui est comme original et puis des produits d'ici. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Des fois, ce n'est pas forcément une recette, mais aller chercher peut-être un produit qui est peut-être un petit peu plus coûteux, mais plutôt que prendre une entrecôte ou peu importe, vous prenez une cuisse de poulet, vous la laquez avec du sirop de bouleau, puis on cherche les saveurs, c'est quoi, j'ai jamais goûté ça, puis ça fait une explosion dans la bouche. On est habitué de voir le sirop d'érable, mais le sirop de bouleau est vraiment un beau produit aussi. Oui, vraiment. Puis, ça vaut la peine d'essayer. Puis des fois, ça fait changement. Le sirop d'érable, pour les gens souvent de l'extérieur du pays, on est choyés. On a le sirop d'érable au Québec, mais le sirop de bouleau qui est vraiment intéressant aussi à travailler et qui fait différence, parce que nous, on le connaît très bien. Le sirop de bouleau, beaucoup sur Saint-Jean, les épiceries fines, les épiceries de plus en fines, plus. L'épicerie fine, Ouais. les produits qu'on a là, les produits que je vais vous présenter, il y en a pas mal dans les épiceries fines. Là, par exemple, l'huile, il y a les Jolies Demoiselles, mais vous connaissez aussi peut-être la maison Orphée, Ça, c'est bon, qui fait aussi des huiles biologiques qui sont très semblables, qui sont pression à froid. On dit l'huile de canola, l'huile de tournesol qu'on achète au supermarché, on goûte ça, ça goûte. Pour moi, ça goûtait rien. Quand j'ai découvert cette année ces huiles-là, je pensais même pas que l'huile de canola et l'huile de tournesol, ça pouvait goûter ça. C'est vrai. Il y a un parfum de noisette. Dans notre tête, ça... on est habitué de travailler avec les produits commerciaux qui, finalement, on L'huile de s'en sert canola. pour les cuissons et tout ça. Mais là, alors que ça se fait dans l'extra vierge comme une huile d'olive, comme une bonne huile d'olive, puis on a une super qualité, c'est fait ici en plus. Donc, on y va, on roule? En roule. OK. Donc, tout simplement, j'ai mis la tartufata, je l'ai ouvert. Il faut juste vérifier qu'on enlève l'os, c'est juste de vérifier avec le doigt, voir s'il resterait des petits os, des trucs comme ça. Mais en général, tout vient. Donc, sinon, on a un petit coup de couteau, puis c'est fait. Donc, salé poivré, j'ai mis ma tartufata. On aurait pu mettre aussi une farce comme Arnaud. Tout est possible. On aurait pu mettre un petit peu de champignons. Moi, j'y vais tout simplement comme ça. Ensuite de ça, c'est de rouler bien serré. Pour moi, ça va être le même principe, donc sauf avec du papier aluminium. Donc j'ai mon beurre clarifié. Je serre bien au départ avec mon papier aluminium. Ensuite, je finis de rouler. Puis là, dans le même sens, je vais tourner celui-ci. Puis je tourne celui-ci. Et ensuite, je vais chercher pour avoir un beau cylindre. Je vais essayer de pousser au mon maximum pour que ça soit plat à ce niveau-là. Même chose pour moi. Finalement, ce qui est important, c'est bien de pincer puis d'enlever l'air à l'intérieur pour pas déformer le bouillot, parce que sinon, on va se ramasser avec quelque chose de large comme ça. Puis, donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, on vient pincer, toujours en enlevant l'air, puis on vient bien serrer. Puis après ça, tout se joue sur le nœud final. Dans le fond, c'est vraiment d'aller le chercher comme ça, puis de descendre pour garder bien serré. Mais comme ça, le poulet, il va garder sa forme. Tout le monde est servi égal. Ça fait une belle présentation. J'y vais à 85 parce qu'on pourrait cuire également les légumes sous vide en même temps qu'on cuit le poulet. À 80 aussi, une cuisse, c'est pas très difficile comme viande. Je dirais qu'entre 80 et 85, pendant 1h30, il n'y aura pas vraiment de différence. On va obtenir un produit vraiment parfait. C'est une des viandes les moins capricieuses, je dirais. Mais on peut monter assez haut en température, puis tout en restant quand même à basse température, si on n'est pas à ébullition, rien. Donc, je le mets là-dedans. Pendant ce temps-là, il nous reste à faire le restant de notre recette. On l'oublie pendant 1h30, après ça, on le refroidit, puis c'est fait. Pour moi, ça va être... Donc la technique est légèrement différente. Ce qu'il faut retenir pour le poulet, au niveau des températures, qui est assez important, c'est 72 degrés Celsius, 162 Fahrenheit. Ouais. Ça, c'est la cuisson de base, que votre température du poulet. Ça, c'est les normes MAPAC. Puis, donc à ce niveau-là, c'est vraiment pour tuer le maximum de bactéries. Puis les normes sont différentes selon les pays. En France, c'est plus en dessous de 70. Donc 72, vous savez que vous êtes tranquille au niveau des bactéries. Puis c'est les normes ici actuellement à Québec. Puis donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de beurre clarifié dans ma poêle. Puis je vais démarrer mon cylindre directement sur ma poêle pour lui donner en fait une coloration. Ce que je veux arriver, c'est au même résultat que Dominique, sauf que je veux le saisir avant. Je veux que ça fasse un petit peu comme un poulet rôti, mais que je le fasse à l'intérieur même d'un aluminium. Et en même temps, ça va garder toute sa saveur, l'humidité du poulet. Il va cuire avec sa propre humidité. Le poulet est constitué de 80% d'eau.
cette eau-là, elle reste à l'intérieur, puis c'est un peu le principe d'une cuisson sous vide. Là, comme vous avez remarqué, moi je l'ai mis dans le saran wrap, dans le papier film, parce qu'on n'a pas de machine sous vide sur place, mais ça équivaut vraiment, c'est ça qui est le fun aussi, si on n'a pas de machine sous vide à la maison, si on peut reproduire exactement ce que je fais là, dans le saran, que ce soit un rouleau de bœuf ou n'importe quelle viande, on peut le mettre dans le saran wrap comme ça, en faisant quelques tours. Puis à basse température, ben, il n'y a pas de danger aussi pour... Il y en a qui ont peur, le plastique et tout ça, mais il n'y a rien qui dit que c'est néfaste ou dangereux à cette température. Oui. Oui, c'est très élevé. En fait, on va calculer un 5 minutes sur chaque face. Donc, on fait bien attention qu'on les tourne bien dans le bon sens, parce que des fois, on se perd. Dans quel sens j'étais? Donc, il y a juste ça à faire attention. Donc, on les tourne tout le temps. Puis, sur chaque face, une fois que c'est cuit, on finit un petit peu au four. Vous terminez avec une sonde, c'est pas grave si vous le piquez. Puis, quand il arrive à 162 à cœur, vous le retirez, vous le laissez reposer. Puis là, vous avez votre poulet. Là, c'est du beurre clarifié, donc le beurre clarifié qui peut monter assez haut en température. Sinon, vous pouvez y aller avec une huile qui monte assez haut en température. Ce qui est bien, c'est, comme dans tout principe de rôtissage, là, vous voyez, j'ai juste un morceau à l'intérieur de ma poêle, donc ça a tendance à vouloir brûler. Si vous nourrissez, ça c'est important, quand vous faites chez vous un steak ou peu importe, il faut toujours que votre beurre soit nourri par l'humidité. Donc, si par exemple, vous avez un tout petit steak dans une grande poêle, il faut le nourrir peut-être avec des légumes autour pour éviter que le beurre brûle. Ça, c'est assez important. Comme ça, vous avez toujours une belle coloration de votre beurre. Ensuite, moi, je vais continuer donc on va continuer avec la purée de céleri. Donc, Dominique, au niveau de la purée de céleri, va toujours faire une cuisson donc, au thermocirculateur, si je me trompe, Dominique? Ben là, étant donné que j'ai pas le sous-vide, je vais la faire quand même à la crème, Okay. je veux dire sur le feu. Mais sinon, avec la température à 85, j'aurais pu tout simplement mettre mon céleri rave sous vide avec la crème et du même coup à la même température parce que passé 85, le légume, c'est ce qui va faire cuire la matière finalement. Donc j'aurais pu faire des cubes, je mets ma crème, je mets mon beurre s'il y a, sel, j'envoie ça sous vide, puis après ça, j'ai pas à m'en occuper, il me reste juste à la mixer. Donc, ça fait une cuisine d'une certaine façon là, propre et sans cuisson à la poêle. Au niveau de la purée de céleri, donc on a la technique sous vide. Puis ce qui est important, pareil, les légumes en général sont vraiment garnis d'eau. Il faut en profiter, il faut le garder au maximum. Des fois, quand on a tendance à cuire les légumes verts, on n'a pas trop le choix de les cuire dans une grosse quantité d'eau salée. Mais au niveau des légumes racines et choses comme ça, moi j'aime bien partir sur une base d'un tout petit peu d'huile. Et puis on mouille de temps en temps avec un petit peu d'eau. Donc ce qui fait que je régénère, en fait, l'eau du légume va comme sortir. Et avec un couvercle, on appelle ça un peu cuisson à l'étuvée, l'eau, elle retourne à l'intérieur. C'est-à-dire que mon céleri, il va toujours cuire avec sa propre eau. De temps en temps, il faut remettre une petite goutte d'eau. Donc ça fait un mix entre rôti puis cuit à l'étuvée avec sa propre vapeur. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Donc là, je prends un tout petit peu d'eau pour pas que ça colore. Puis là, je lance à couvert. Puis là, ça va tout le temps se renouveler, ainsi de suite. Puis je vérifie de temps en temps que mon céleri ne soit pas en train d'attacher, parce que c'est important pour une belle purée qu'on n'ait pas des morceaux bruns à l'intérieur. Ce qui est important, on dirait aussi, j'ai remarqué une chose, c'est quand on finit notre purée de céleri, si on veut qu'elle reste blanche, il faut tout de suite la mixer. On dirait que sinon, on obtient comme une purée qui jaunit si on la mixe pas dans les 15 minutes environ. Là, donc en général, c'est bien de la mixer tout de suite ou le refroidir. Au niveau du plat... C'est ce que j'ai remarqué. Non, j'ai jamais fait attention. Moi aussi, je suis là pour apprendre. C'est ça le partage de la cuisine, c'est qu'on apprend des uns des autres, et puis ça, c'est le travail qu'il y a à faire entre chaque cuisinier. Tout à fait. Ce que je voulais amener aussi, c'est que là, sur ma sauce que je vais expliquer un peu plus tout à l'heure, sur le champignon aigrelette, on y voit quelque chose de très frais. Je voulais ramener un côté un peu plus gras à ma recette. Je pense qu'il faut toujours amener un côté gourmand. On parlait d'une panna cotta qui va être légèrement crémée. Pour moi, ma purée de céleri aussi va être crémée. La façon dont je la crème, en fait, c'est très simple. C'est que vous prenez de la crème, vous le mettez dans une poêle assez évasée, vous la mettez à réduire, puis à un moment, elle accroche. Vous connaissez un petit peu le beurre noisette, c'est un beurre qui est resté un petit peu trop longtemps et qui va faire des points un peu bruns. Mais on peut faire un peu exactement le même principe avec la crème, c'est qu'à force de réduire la crème, elle va comme faire des petits points, elle devient comme brunâtre, puis là, elle dégage une saveur de noisette. Donc c'est assez concentré en matière grasse, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup dans sa purée.
Et lorsqu'on la mixe, notre purée, ça va comme la lier. Donc là, ça va vraiment amener un aspect soyeux à votre purée. Puis n'hésitez pas, même si vous avez un petit robot, à laisser tourner longtemps votre purée. C'est ça, des fois, il fait « Ah, comment vous faites pour faire en sorte qu'elle soit si lisse ?» C'est juste la laisser. Oui, il y a des techniques comme le Thermomix qui vont bien, mais si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave. C'est juste que vous le laissez tourner plus longtemps. Ça l'émulsionne, ça l'aère bien. Puis après, vous avez quelque chose de très soyeux en bouche. Et pour la finalité, donc vous avez cette crème-là. Moi, pour celle que vous allez goûter tout à l'heure, j'ai fini par la monter à l'huile de tournesol biologique. Donc vraiment pour ramener l'huile de tournesol que je vais utiliser dans mon aigrelette et puis dans la purée. Je suis dans la salle. J'ai une question pour Dominique. Oui. Pour la cuisson sous vide, est-ce qu'on peut manquer une cuisson sous vide? Est-ce que tu peux trop faire cuire ta viande? Normalement, si on veut, exemple, je vais faire du bœuf je vais le cuire à 53 pour ensuite de ça le monter en température, peut-être à 54 pour l'avoir un beau rosé saignant un petit peu, OK? Si jamais, on dit que c'est une demi-heure avant qu'il y ait la cuisson à cœur. Si par contre, après ça, la cuisson, je la laisse une heure et demie, 2 heures, 3 heures, ça ne bougera pas. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on est à basse température, donc c'est juste pour les bactéries qu'il faut faire attention, mais normalement, on peut laisser le... Je manque de courant en passant. Oui, toi aussi. Mais c'est ça, non, normalement, il n'y a pas de souci. C'est l'avantage avec ça, c'est que ça ne peut pas surcuire. On va toujours, une fois qu'on atteint 53, c'est la température saignante. Donc même si je le laissais toute la nuit, là, on va avoir une température à 53 finalement. C'est un petit peu l'avantage de la cuisson sous vide. Ouais. La cuisson sous vide, en fait, c'est que dans les restaurants, on l'utilise de plus en plus pour avoir une précision, une régularité. Par exemple, si vous prenez un steak, un médaillon de veau, je pense que c'est un très bon exemple, médaillon de veau, on le veut rosé, donc on le cuit à 58 à cœur, puis il est poché dans le bain-marie au-dessus de 60 degrés parce que c'est le minimum 60 degrés pour pocher un aliment. Et ensuite, à cœur, avec la sonde, on va chercher notre 58 rosé. En même temps que ça crée comme une stérilisation. Ça protège le produit parce qu'il est cuit sous vide, puis il est remis à la chaleur. C'est un peu dans le principe d'une boîte de conserve. Donc, quand on fait ça, ensuite, quand on a juste à le remettre en température, on prend le sac sous vide, on le remet à la température qu'on veut rosé, 58, ouais. Et ensuite on le colore, puis ça fait un résultat parfait. Le sang est resté à l'intérieur, il reste très goûteux, les vitamines, c'est vraiment magnifique le sous vide. Il faut juste faire attention parce qu'on pense que c'est facile, peut-être à la maison, faire vraiment attention parce qu'il y a vraiment des normes très strictes. Il y a une bactérie qui se développe dans le sous vide, qui est très très maligne, on va dire, elle est très dangereuse. Donc, il y a vraiment des normes à respecter par rapport au sous-vide. Puis les cuissons chez vous, quand vous faites des cuissons sous-vide, vraiment respecter le produit, prendre toujours des produits extrêmement frais pour faire du sous-vide. Ça, c'est important. Le sous-vide n'est pas une prolongation d'un produit qui a comme été « je vais le mettre sous-vide, ça va mieux se garnir ». Non, c'est vraiment important d'utiliser un produit frais. On le met sous-vide, on le travaille, soit en cuisson ou peu importe. Et puis, ça permet aussi pour chez vous, ceux qui ont des petites machines sous-vide, c'est pour la surgélation qui c'est très apprécié parce que ça évite de brûler la protéine. Et ce qui est important aussi, c'est ça, c'est de le mettre, on peut le mettre dans la glace ou dans l'eau, mais c'est important de redescendre en température rapidement une fois qu'on a fini le sous-vide pour le garder par la suite. Juste une question pour le courant. Est-ce que je continue ou... Je peux simuler aussi. On met de l'huile. Toi aussi, ça t'arrive de simuler? Excusez-moi, c'est ma vie privée. Donc, admettons que le feu marche ici. Voilà. Admettons. Donc là, les céleris... OK, pas de problème. On va continuer comme ci, là, puis... OK, parfait, merci. Vous inquiétez pas, c'est pas ça que vous allez manger. Donc au niveau... Donc là, on a le céleri. Vous voyez, il y a un petit peu de vapeur. Il me reste tout le temps un petit fond d'eau dedans. Donc, j'ai laissé vraiment le céleri se régénérer avec sa propre vapeur tout le temps, sans qu'il accroche. Ça va faire un céleri qui se concentre dans ses saveurs vraiment importantes. Ça, vous pouvez le faire avec tous vos légumes. Quand vous faites des carottes, plutôt que les blanchir dans beaucoup de quantité, vous mettez un petit peu d'huile, un petit peu d'eau, un couvercle, et vous la laissez cuire gentiment tout le temps avec sa propre vapeur. Ça, c'est très intéressant comme en quelque sorte le respect du légume. C'est quelque chose qui se rapproche aussi, encore une fois, avec le sous-vide. Si jamais on faisait nos cuissons de carottes topinambour ou les cuissons de légumes sous vide, ce qui est intéressant, c'est que ça cuit dans son propre goût finalement. Ça cuit comme là, la même chose avec Arnaud, vu qu'il met très peu d'eau et que c'est cuit à l'étuvée avec sa propre eau de végétation finalement. On ne perd pas l'essence des saveurs, puis comme ça se rapproche beaucoup. C'est ça qui est intéressant.
Ensuite, donc, moi, je vais continuer avec les grelettes de champignons. Les champignons, c'est bien de les travailler de différentes façons. Moi, les grelettes, donc ce que j'appelle une aigrelette de champignons, c'est vraiment un champignon qui va être comme cuit au vinaigre, puis mariné dans une huile. Et puis après, c'est un petit peu ce que vous aimez mettre dedans. La base, vous pouvez faire avec n'importe quel champignon. Champignon de Paris. Ici, j'ai voulu vous présenter les champignons crabes. Donc, champignons crabes, lobster mushrooms, c'est le russule. C'est un champignon qui, à la base, n'est pas très goûteux, n'a rien de spécifique. Et là, en fait, il est envahi par un autre champignon. C'est ça qui lui donne sa couleur orangée. Et c'est à ce moment-là qu'il développe un peu ce côté goût marin, un peu. C'est pour ça qu'on l'appelle lobster mushroom, par sa couleur, mais aussi par son goût. Donc ça, c'est un champignon, si vous le voyez un petit peu ici, qui est vraiment très intéressant. Là, donc c'est le champignon du Québec. Je l'ai eu séché, je l'ai réhydraté avec un petit peu d'eau. Je l'ai mis en brunoise. Donc là, j'ai mon champignon de base. Puis ensuite, j'ai plus qu'à le pocher dans moitié d'eau, moitié vinaigre blanc. Donc là, j'ai temps pour temps au vinaigre blanc, parce que si je mettrais que vinaigre blanc, ça serait trop prononcé en vinaigre. Donc moitié-moitié, je vais le pocher dedans. Puis à côté de ça, je me suis comme prévu une petite garniture. Moi, j'ai pris chou rave, parce que j'adore le chou rave. Je pense que le chou rave, c'est un légume qui n'est pas assez mis en avant. Chou rave très croquant, céleri branche, qui va amener un peu de fraîcheur, ciboulette, un petit peu d'ail. Puis ça, je vais comme mélanger le tout ensemble. Donc ici, je retourne toujours ma petite pour que mes facettes soient bien colorées. Le lobster, ce qui est intéressant, c'est que quand on trouve ça aussi, on en trouve beaucoup en Gaspésie. Et moi, ma blonde, elle a un chalet avec ses parents là-bas. Puis justement, on est tombé sur un déjà. Mais quand on en trouve juste un, souvent, il y en a d'autres à côté. Puis tu sais, c'est le jackpot parce que c'est des champignons qui deviennent assez gros. Il faut les cueillir dès qu'ils sortent, mais souvent, quand ça sort dans la nuit, c'est magnifique, c'est frais, on le cueille. Puis, par contre, c'est sûr que pour ça, il faut quand même s'y connaître un petit peu en champignons, mais c'est un monde intéressant qui est le fun à lire beaucoup là-dessus, puis à échanger avec des gens qui connaissent ça, parce qu'il y a beaucoup de champignons qui sont facilement reconnaissables et qui sont tout autour de nous, puis qui valent la peine qu'on les cueille nous-mêmes. Oui, vraiment, les champignons, comme dit Dominique, c'est vraiment... On a tellement des beaux produits ici à Québec, qu'on envoie même, qu'on exporte au Japon, puis des choses comme ça. Donc, vraiment des beaux champignons à découvrir. Il y a Maury Québec qui distribue beaucoup de champignons. Ici à Québec, on utilise des champignons secs de très bonne qualité. Puis au niveau aussi, quelque chose qui est méconnu peut-être pour tout le monde, il y a aussi les produits qui sont originaires de la forêt, mais qu'on n'utilise pas. Je pense à la racine de céleri sauvage que vous allez avoir dans ma bouchée. Donc, racine de céleri sauvage, c'est juste du céleri puissance 10. On râpe ça, on le laisse cru tel quel, on le râpe un petit peu dessus, on n'a pas besoin de beaucoup. Puis ça développe beaucoup de parfums. Donc là, c'est un petit peu le côté que je voulais vous ramener aujourd'hui. J'ai voulu utiliser les 3 céleris. Céleri branche dans ma marinade de champignons, racine de céleri sauvage et le céleri boule. Donc vraiment, on reste dans les mêmes saveurs, mais sur différents points, ils développent différemment au niveau de la bouchée. Ça peut-tu ressembler à la livèche, le céleri sauvage? Je le connais pas. J'ai juste entendu parler, mais je sais que tu le travailles. Moi, en fait, je reçois vraiment juste la racine. Donc, au niveau de la plante, je ne sais pas à quoi il ressemble en tant que tel, mais moi, c'est la racine que je reçois déjà séchée, puis qui développe vraiment beaucoup de saveurs. Je peux te sentir. Puis, au niveau de la sauce aigrelette, on parlait, tout à l'heure, Dominique parlait des balances d'équilibre dans le plat. Moi, pour amener encore un côté sucré au vinaigre, puis pour amener un petit peu de douceur à tout ça, j'ai comme utilisé des bleuets séchés du Québec. Donc, bleuets séchés qui vont s'hydrater dans ma marinade de champignons. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, moitié eau, moitié vinaigre. On met à l'intérieur. C'est reparti. Ah, l'électricité est repartie. Ouais. On n'a plus besoin de faire semblant. Donc là, mes champignons, là j'attends l'ébullition. Une fois qu'ils sont l'ébullition, je vais les mettre dedans. Ils sont déjà réhydratés, donc je veux juste que le vinaigre s'imprègne un peu à l'intérieur de mes champignons. Je vais les laisser environ 3 minutes, 2 à 3 minutes maximum. Ensuite, donc tous ces légumes-là, céleri, chou rave, ils sont blanchis. Ils sont blanchis, l'aillachés. Donc ça, je vais le mélanger après avec ma marinade. Pour obtenir après le résultat, c'est ça. C'est qu'on a vraiment nos bleuets qui sont réhydratés dans l'huile, la ciboulette, le champignon crabe. Donc tout ça mariné, il ne faut pas hésiter à le faire 2-3 jours au moins avant. On pourrait rajouter du laurier, du thym pour vraiment que ça s'infuse à l'intérieur de ça. Ouais, ça, c'est très, très bon. Vraiment. Tu parlais du céleri sauvage, ce qui est intéressant que les gens peuvent faire pousser à la maison aussi. C'est ceux qui connaissent la livèche, qui est un très, très beau produit. C'est une petite plante qu'on achète comme ça, qui coûte vraiment pas cher.
Puis je vous le dis, vous le plantez au printemps, dès qu'il commence à faire chaud et beau. Là. Puis à l'automne, vous allez avoir quelque chose à votre grandeur quasiment. T'sais. Puis après ça, ben, on peut couper, on rase à ras-le-pied. Ça repousse l'année d'après. Puis c'est parfumé, autant la feuille, les graines aussi, on peut les faire sécher. Il y a la racine qu'on peut faire sécher et râper. Ah, les graines aussi? Puis, ouais, les graines. Puis même la tige, mais on peut s'en servir comme paille, se faire des petits cocktails. Ça rappelle un peu la branche de céleri dans le blodé César ou un truc comme ça, mais avec de la livèche. Puis ça amène un autre aspect. C'est comme du céleri puissance 10 aussi, un peu. Hein? Ouais, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Moi, dans l'esprit de l'aigrelette à Arnaud, moi, j'ai toujours perdu mon courant. Il est reparti. Mais en réalité, moi, ce que je fais, c'est une petite marmelade de champignons. Donc, tu sais, comme une poêlée de champignons, je vais faire suer mon échalote. J'ajoute mon ail. Ensuite de ça, avec un petit peu d'huile d'olive. Une fois que ça cuit et que ça a bien compoté, je vais ajouter mes champignons, mais au lieu de les sauter puis de les faire un petit peu caraméliser pour aller chercher une saveur un peu différente, je vais laisser compoter. Compoter, j'assaisonne, et puis je vais déglacer au vinaigre balsamique et un petit peu de sirop d'érable. Et puis je vais un petit peu faire enrober le tout, encore une fois, laisser réduire, puis jusqu'à l'obtention vraiment d'une compote un petit peu. Là, vous l'avez, je pense, sur votre bouchée, ceux qui l'ont. Puis ensuite de ça, je vais commencer ma grémolata. Là, j'ai toujours ici mon céleri qui est en train de cuire. Et voilà, et après ça, il va me rester à mixer ça. Et je vais commencer ma grémolata. La grémolata, c'est tout simple, en fait. C'est fait, ça prend un citron, ça prend de l'huile d'olive et puis du persil. Donc, je vais émincer mon persil très finement. Je vais ajouter suprême de citron à la microplane râpé. Et puis, un petit peu de jus de citron. Je vais mettre de l'huile d'olive, fleur de sel, poivre. Et puis, c'est tout. Moi, à mon niveau, donc j'ai lancé mon bouillon, vinaigre et eau. Là, j'ai mes champignons. Je les mets à l'intérieur. Je laisse pocher 3 minutes. Là, on fait semblant toujours. On récupère les homards. C'est bien, hein? Les champignons de crabe, hein? Je fais bien ça. Hein? Ouais. Ma femme aussi me dit ça. Voilà. C'est bien, au moins, on a un bruit de fond là-bas. Là. Ouais, il y en a un qui marche. Non. Donc là, on a nos champignons qui sont comme vinaigrés. Je vais mélanger donc mon chou rave, mon céleri branche, que j'ai juste blanchi 1 minute. Donc ébullition, 1 minute, eau bouillante salée, on refroidit tout de suite dans l'eau glacée. Vraiment pour fixer la chlorophylle. C'est vraiment important que quand vous cuisez un légume vert, il ne faut pas hésiter à goûter votre eau. C'est-à-dire que l'eau, il faut qu'elle goûte vraiment l'eau de mer. Il faut que ça soit très très salé. C'est trop salé. Donc quand ça goûte l'eau de mer, vous mettez vos légumes, ça va leur donner une base d'assaisonnement, vous n'aurez pas besoin de les retoucher. Ça, la base de cuisson d'un légume vert, c'est ça. Eau bouillante qui goûte l'eau de mer. À partir de ça, vous blanchissez une grosse quantité d'eau, que ça reprenne vite l'ébullition, et ensuite dans l'eau glacée pour les refroidir rapidement pour coller la chlorophylle. J'incorpore mes bleus asséchés. Et ensuite, donc vous avez remarqué ici, je suis parti avec un vinaigre blanc de base, vraiment un vinaigre blanc. Ça, c'était vraiment juste pour les imprégner un petit peu. Puis là, je veux leur donner un peu plus de saveur. Donc là, je vais chercher, là, vous pouvez compléter avec un vinaigre que vous préférez, que vous avez tendance à bien aimer. Ici, moi, ça va être donc le vinaigre de cidre de glace que je vais incorporer, que je vais rajouter un petit peu parce qu'il va manquer un tout petit peu d'acidité. Ensuite, j'y vais avec le sel et le poivre. Et l'huile de tournesol biologique. L'huile de tournesol biologique, à faire attention parce que c'est extrêmement goûteux, vous pouvez vous faire surprendre. Si vous en mettez trop, ça va prendre toute la place. Donc, pas hésiter à voir, si vous avez une huile de tournesol plus classique, à couper un petit peu parce qu'il faut comme la doser parce que des fois, ça prend toute la place puis on se fait vraiment surprendre avec ça. Ouais. Pour ma grémolata, c'est la même chose aussi. Souvent, dépendamment de l'huile d'olive qu'on a à la maison, c'est important d'y goûter avant parce qu'on a des huiles beaucoup plus fortes que d'autres. Donc, ce qui est important, c'est venir, comme dit Arnaud, des fois couper un petit peu avec une huile végétale. C'est sûr qu'on se fait reprendre probablement par un Italien, mais pour nous, au Québec, on est peut-être moins habitués à ces goûts-là qui sont plus puissants un petit peu. Donc, voilà. Mais c'est à vous de juger, ça dépend de vos goûts là, à ce moment-là. Moi, ici, j'ai juste émincé mon persil plat. J'ai ajouté un petit peu de zeste de citron. Et puis, à suite de ça, je viens juste ajouter un petit peu, justement, mon huile d'olive, comme ça, extra vierge. Je vais venir couper avec un petit peu d'huile de canola, un petit peu plus neutre.
Il me reste le sel à mettre, puis je vais mettre des suprêmes de citron. Donc moi, j'ai l'aigrelettte qui est prête de champignons. Le poulet qui est cuit, donc a été saisi sur toutes ses faces, qu'on vérifie au thermomètre, 72 degrés à cœur. Là, actuellement, j'ai pas de four, mais là, je l'aurais glissé au four, légèrement sondé. Vous pouvez le sonder plusieurs fois, c'est pas important si l'aluminium est percé en tant que tel. Et ensuite de ça, il me resterait la purée de céleri rave, qui donc cuit à l'étuvée. Toujours, on voit un peu toute la vapeur, même en étant hors du feu, qui s'est tout le temps recréée, régénérée. Puis là, à ce niveau-là, donc j'aurais plus qu'à mixer au mixeur. Incorporer la crème réduite que je vous expliquais tout à l'heure. Donc la crème réduite, on fait très réduire, elle commence à devenir brute. On mélange au fouet, on donne une base d'assaisonnement, sel, poivre, et on a juste à incorporer un petit peu dans votre purée. Donc ça peut être le céleri, mais ça peut être tout légumes racines ou toute purée que vous pouvez faire, sauf la purée de pommes de terre, parce que avec l'amidon, ça a tendance à corder, qu'on appelle. Mais tout ce qui est les autres légumes, vous pouvez faire cette purée de cette manière-là, amener ce côté crémeux, l'aérien, puis finir avec une huile. Je travaille avec différents chefs qui utilisaient beaucoup l'huile d'argan pour finaliser. Je pense on a travaillé ensemble, moi à l'initiale. C'est vrai, il y avait beaucoup l'huile d'argan, tout à fait. Je travaillais beaucoup l'huile d'argan. Donc on finalisait toujours un peu avec l'huile d'argan. L'huile d'argan, je ne sais pas si vous connaissez, qui est utilisé beaucoup pour la beauté. Puis je vais peut-être vous casser un mythe, mais je ne sais pas si vous savez comment c'est ramassé. Non, hein? C'est dans les excréments de chèvre. Ouais. Au Maroc, si vous allez voir, vous avez beaucoup de photos au Maroc d'arbustes avec des chèvres dessus. Et en fait, le fruit n'est pas comestible en tant que tel. Et puis, la chèvre, elle mange les fruits. Et puis, elle rejette les noyaux. Puis, c'est avec ça qu'on fait l'huile d'argan. Donc, bon appétit. Ça a beaucoup de propriétés aussi, hein, l'huile d'argan. Ça très bon pour la peau. Il y en a aussi, c'est ça. C'est utilisé pour les massages aussi, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup dans les produits cosmétiques. Oui, c'est vrai. Ouais, ça se voit sur ta peau de ouais. Merci Arnaud. T'es pas mal toi non plus. Belle peau. Merci. On jase un petit peu. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Puis, Fait que je pense qu'on est pas mal terminé. Oui, tout à fait. On est pas mal rendu au dressage. Vous avez goûté les bouchées. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires aussi, si vous trouvez peut-être qu'il manquait un petit peu de saveur. C'est important aussi. Dites-nous-le. C'est important aussi, en étant là. Moi, je suis très fier d'être ici avec Dominique, de partager ce kiosque-là. Merci au Food Camp pour ce super bel événement. Je trouve qu'on est là pour partager des choses. La nourriture, c'est une passion qu'on a conjointement. Puis j'espère que vous avez passé une très belle journée. Aussi, je voudrais vous dire que quand vous allez dans des restaurants, n'hésitez pas à amener vos commentaires, même des fois si vous n'osez pas. Je trouve que c'est vraiment important. Si vous voulez, vous, aller dans des restaurants, être de plus en plus gâté, si vous dites ce que vous pensez à votre serveur, à votre cuisinier, être très franc, c'est comme ça qu'on se remet en question et qu'on évolue, nous, personnellement. Moi, au restaurant, c'est comme ça que je le prends. C'est pas une agression contre moi, comme dire « Ah, j'ai pas aimé votre plat ». C'est juste qu'on travaille dessus pour s'améliorer. Donc, si vous voulez nous donner un coup de main pour qu'on soit de meilleur en meilleur, c'est juste de dire les vraies choses. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui si vous avez des commentaires sur les bouchées, des choses que vous avez particulièrement aimées. Puis, c'est ça. Il restait du temps pour dresser ou on ne dresse pas de recette? Si vous voulez. Moi, je ne sais pas combien de temps pour dresser. Toi, c'est bon, tu avais terminé? Ouais, monsieur, on est serré par le temps, on va laisser faire. Parfait. On va y aller. Ouais. Merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, pour le... Oui, je pense qu'il y a une question. Oui. Est-ce qu'on peut travailler sur n'importe quel type de champignon ou faut en choisir un qui est relativement ferme pour la cuisson au vinaigre? Est-ce qu'on peut travailler sur n'importe quel type de champignon ou ça en prend des fermes pour le vinaigre? N'importe quel champignon. Je vous dirais, cette base de recette-là peut se faire avec... Moi, mon préféré, donc c'est la première fois que je l'essayais avec le champignon crabe. J'ai vraiment adoré. Ensuite, avec la girole, c'est magnifique. Champignon de Paris que vous trouvez, c'est très bon aussi. Il faut juste trouver, comme je vous dis, oui, il y a le produit de base qui est important, mais il y a aussi ce que vous allez rajouter dedans. Si vous mettez un petit peu d'huile de tournesol biologique qui va goûter, si vous mettez un bon vinaigre à l'intérieur, toute cette balance-là va faire en sorte que même si vous avez un champignon qui n'est pas très goûteux à la base, vous allez pouvoir développer sur des saveurs exceptionnelles. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon? Ouais.
On avait une petite question par rapport au sirop de bouleau. On a peut-être manqué le où vous l'avez mis. Est-ce que c'est à la fin de la cuisson ou au départ? Le sirop de bouleau, je voulais amener vraiment pour une partie découverte. C'est-à-dire que pour vous expliquer que des fois, ça, on n'a peut-être pas le temps de le faire à la maison, même si c'est très très simple. Vous avez vu, j'ai juste blanchi, c'est assez rapide. Mais je voulais comme vous ramener un petit éventail de produits qu'on utilise au bistrot, et vous faire découvrir que moi, je suis tombé amoureux de ces produits-là. Je suis originaire de France. Je suis arrivé de France, j'avais quand même une belle variété de produits. Puis j'ai travaillé pendant 2-3 ans à Québec en découvrant certains produits, mais pas en allant chercher au fond des choses. Puis depuis que je suis au bistrot, qu'on s'est comme fixé cet objectif-là, j'ai comme grandi à l'intérieur des produits du Québec. Puis je suis comme passionné. Je trouve qu'on a un plus bel éventail que ce que je pouvais trouver en France. Les cœurs de quenouille, les asclépiades, racines de céleri sauvage, fleurs à miel, la rose, graines de mirica, poivre des dunes. Ça, c'est qu'une petite partie, je ne pouvais pas tout amener, mais c'est juste pour vous faire partager un petit peu les produits que vous avez chez vous, puis qui sont tellement délicieux, qui sont travaillés par des producteurs qui mettent tout leur cœur. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important que chacun, même chez nous, de temps en temps, je vous disais, plutôt que d'acheter une pièce de viande peut-être qui va coûter 12 $, on s'achète une cuisse de poulet, mais on va peut-être mettre en valeur un petit sirop de bouleau qui coûte, oui, un peu plus cher, mais qui va donner tout le peps au plat, puis qui va faire toute la différence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Je voudrais Bonjour. savoir, est-ce que les recettes sont disponibles en quelque part ou est-ce qu'on peut mettre Oui. la main sur ces recettes-là? À partir de la semaine prochaine, tout va être disponible sur le site internet d'Excel d'Or, si je ne me trompe pas. Oui, en effet. Et comme ça, la panna cotta et ce que j'ai pas pu faire, tout va être là. Ici, j'ai dressé un petit peu sans la marmelade de champignons. Je ne sais pas si on pouvait le montrer un petit peu. Caméra, merci. Et puis, regardez, c'est ça, dans le fond, moi, j'ai parti d'une purée, comme je vous disais rapidement, là, qu'on peut servir comme ça. Mais sinon, on en prend juste une petite partie qu'on mélange à de la gélatine, c'est 8 grammes au litre. On recoule ça sur une plaque, puis tu sais, ça nous permet de venir tailler vraiment une petite gelée de céleri qui est intéressante. Fait que, on aurait pu mettre une belle bande de céleri rave, la marmelade de champignons dessus. Et puis le petit roulé, ce qui est intéressant, c'est que on obtient, vous voyez la cuisson, c'est vraiment, là, avec le sous-vide, je l'ai fait ce matin, c'est rosé, c'est marbré avec la truffe et puis c'est parfumé aussi. Donc, Et c'est bon en plus. voilà. Est-ce que les bouchées vous ont plu? Oui.